Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde de l'Université d'été de la e-santé de Castres, une table ronde avec un titre qui est à la fois provocateur et pas tant que ça finalement quand on y pense. La santé connectée représente-t-elle une mine d'or pour les assureurs et les complémentaires santé? Est-ce que la santé connectée en fait ne redistribue pas les cartes pour des acteurs non étatiques de la santé? On l'avait vu dans cette même université d'été l'année dernière, on avait un assureur qui avait beaucoup fait parler de lui puisque pour la première fois en France, il proposait des bons de réduction ou des chèques cadeaux plus exactement à certaines personnes assurées qui acceptaient de marcher un minimum chaque jour, chaque mois et de transmettre leurs données à cet assureur santé. Ça avait fait beaucoup remuer, beaucoup parler parce que ce n'était pas dans les habitudes de ce que l'on voyait en France. Est-ce que l'on ne va pas quand même à terme vers de plus en plus d'exemples de ce type et vers une modulation des remboursements de santé en fonction de chaque individu? Alors pour tenter d'y répondre, à mes côtés, Simon Spur qui nous arrive de Johannesburg en Afrique du Sud. Vous pouvez prendre le casque pour la traduction là, voilà, sur les canaux 8 et 9. J'espère qu'ils sont bien réglés. Alors Simon Spur, do you want me to tell you how to do? You have to. I think it's the 8 or 9 here, 8 or 9. Okay. Voilà, Simon Spur, donc qui est anglophone, qui a longtemps travaillé lui pour plusieurs grandes compagnies d'assurance en Afrique du Sud. Et il dirige aujourd'hui Follow Up Africa, qui est une start-up, dont on parlera dans plusieurs tables rondes ici, qui facilite les transmissions de données de santé entre patients et médecins. Il a une longue expérimentation, non pas des casques de traduction, mais des différents systèmes de santé dans les pays anglo-saxons. On va essayer de lui donner, si quelqu'un peut venir lui donner un coup de main pour mettre... C'est bon ? Ok. Thomas Blanchette, qui est à mes côtés, qui est membre du comité exécutif de la Mutualité française. Il est en charge de l'innovation de l'offre et des services. Il réfléchit bien évidemment au sein de la Mutualité sur l'évolution de son modèle avec la santé connectée. Et il est membre aussi du Conseil national de l'assurance maladie. Et puis Béatrice Faliz-Mira, qui est déléguée générale de Medicen. Medicen, on le rappelle, hein, c'est le pôle de compétitivité pour les technologies de santé à Paris, en Ile-de-France, et qui est un pôle international, et elle a des expériences internationales de mix entre assureurs privés ou systèmes privés et systèmes publics dans d'autres pays. Vous allez voir qu'elle va nous décrire tout à l'heure. On ira en Espagne, en Angleterre, en Italie et en Allemagne, grosso modo un peu partout sauf en France, quoi. Simon Spur, pour vous qui travaillez donc depuis longtemps hein, dans la santé en Afrique du Sud, vous connaissez bien aussi le marché américain, puisque vous travaillez dans une société qui est présente et en Afrique du Sud et aux États-Unis, qui est née aux États-Unis. Pour vous, on va être très clair, l'idée de récupérer, pour un assureur privé, de récupérer des données personnelles de santé, des datas personnelles, ça n'a rien de bien choquant. No, it's great to be here, by the way. Thank you very much. It's an exciting space, I think, in terms of health insurance and health insurance models around the world. We're seeing a lot more connectivity. We're seeing an exciting time where the technology is now giving us the ability to be able to get information that we never had been able to get from people before. So in terms of insurance, the basic concepts of being able to manage people's risk is now becoming far more dynamic. We're seeing the ability, using connected devices and interoperable systems to be able to, from an insurance perspective, be able to understand the patient better and therefore apply a better risk management strategy. So it's an exciting time. I think this is a cusp of something exciting in terms of the digital era. And things are starting to move quite quickly. Selon le système américain des États-Unis que vous connaissez également, non seulement ce n'est pas choquant hein, de récupérer ces données de santé, mais parfois c'est quasiment imposé, si j'ai bien compris, par certains assureurs privés. It's a really interesting time. We've seen in the US that some insurance companies are starting to use digital technologies, for instance, to be able to open up a communication channel from the patient. So using a wearable device, for example, like an activity tracker, where the insurance company is saying to you,
here's a device where we can measure you and we want you to take 10,000 steps every day because we want you to be healthier. And we're seeing more strategy from the insurance side and the adoption of using technology and then implied onto the patient to say, here's a technology we want you to use and you need to comply. And therefore, there's a way of being able to manage your risk, but then there's got to be some kind of reward. So can we offer you a better premium on your life insurance, for example, because you're complying better? On est obligé de se soumettre à ce système. Pour l'instant, vous présentez ça comme une sorte de récompense, si vous voulez, derrière, reward, si on accepte de faire un minimum ce que nous demande ou d'accepter un minimum de tracker sur notre corps. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un système de récompense ou est-ce que déjà, on ne commence pas à avoir un système plutôt de sanction ou de sélection des malades que l'on accepte ou pas en fonction de leur état de santé? Again, I think it's really topical right now. I think there's certain insurers who are trying to apply this, and it's going to be a very interesting space in the next few months to a year because I think you're going to start seeing certain patients will push back, and they won't want to give access to their data. But from an insurer's side, the ability with the technology is there. So it's matching technology that's available with the patient's consent to be able to provide and deliver a better service ultimately, but whether the patient is happy to be able to constantly provide that information may be a different story. Vous me disiez, lorsqu'on préparait cette table ronde, effectivement c'est très anglo-saxon dans la manière de penser, est-ce que les données de santé finalement sont si différentes de nos autres données? Notre carte bancaire en dit aussi beaucoup sur nous à chaque fois que l'on fait un achat, les pages que l'on regarde sur Google en disent beaucoup sur notre personnalité privée, puis pourquoi pas sur notre état de santé ou sur notre corps également. C'est pas si choquant que ça pour vous? I think you need to distinguish between health data and clinical data. So, if you look at Google, for instance, we spoke about this previously, but Google knows your behavior. They know where you've been, where you're going, what you're buying. That is very different to understanding what your clinical metrics are. So, being able to know someone's blood pressure or glucose levels is very different to understand their buying behavior. So I think it's clear to distinguish between health or wellness data and pure clinical or medical data. Ça, c'est pour les États-Unis. Pour l'Afrique du Sud, où vous travaillez, on est dans quel état d'esprit aujourd'hui par rapport aux données de santé ou aux données cliniques, si vous voulez, personnelles? We're starting to see a little bit more adoption in South Africa towards what I spoke about in the US. So the same type of approach where you're using digital, wearable connected devices to be able to incentivize a person to become healthier. We're probably a little bit behind where the US is in South Africa, but it's certainly starting to become more prominent. And again, it's more around the wellness. So, being able to say, Lionel, you took 10,000 steps today, you should get some kind of reward back. But again, I think this is the starting point. It's a starting point for something bigger. We know that in the future, it's not going to be necessarily a connected device. It's going to be more seamless. It'll be an intuitive interface or a multi-metric wearable or sensor, that can determine multiple different metrics. And starting to move into an area where, as an insurer, you can understand your risk basis better and then mitigate that risk according to the specific patient population. So we're a little bit behind the curve in terms of South Africa. Legislation is starting to get aware of this. There's certain measures that are coming from a legislation perspective, but it's moving quite quickly. Vous êtes un petit peu quand même dans un mouvement très général et vous me dites que ce mouvement va être de plus en plus important de toute façon à l'avenir, au fur et à mesure d'ailleurs que les objets connectés, que notre vie est de plus en plus facile à observer. Vous parlez beaucoup de récompense aujourd'hui. Si je fais 10 000 pas par jour, si je marche, si j'ai une activité physique, etc., je suis récompensé derrière. Éventuellement, j'ai un chèque cadeau, pourquoi pas une réduction sur mon assurance qui commence à être différent. Est-ce que vous imaginez à terme qu'on aille vers une véritable individualisation, customisation, pour parler en bon français, de l'assurance santé? Après tout, on le voit aujourd'hui très bien pour les assurances voitures,
même en France. Il y a des assureurs qui proposent une assurance moins chère si vous utilisez moins votre voiture, des assureurs qui proposent une assurance moins chère si vous avez moins d'accidents, donc si vous avez moins de risques, puisque je roule moins, j'ai moins d'accidents, j'ai moins de risques que les autres. Est-ce que demain, on va vers cette individualisation, une assurance complémentaire santé à la carte en fonction du risque? Si moi je suis bien portant, que je fais des efforts, que je fais du sport, que je m'alimente normalement, que je ne suis pas accroché à mon téléphone portable, y compris pendant les conférences de Castres, pourquoi, après tout, est-ce que je paierais plus cher que quelqu'un qui est accroché à son téléphone, qui ne bouge pas de son ordinateur et qui mange mal? Yeah, it's a really good point. I think if you look at medicine generally is becoming more personalized. There's personalization across every technology sphere right now, but in terms of healthcare insurance, I don't see why not. I mean, it's traditionally you purchase insurance, you pay for a bundle of care or protection, and I don't see why, in terms of being able to manage your risk, why an insurer couldn't apply the same methodology. So, ultimately, from my perspective, is that with technology, you have the ability to, now be able to say, person X or person Y present different risk. They may be different ages, they may be different risk profiles, and you're constantly monitoring that person in an easy, seamless way. So why can't you apply an insurance methodology in that regard to say, we're monitoring you anyway, if you're consenting for us to monitor, let's tailor or personalize your insurance package accordingly. And in my mind, that can be a real-time, dynamic type of environment. It doesn't necessarily need to be on a month-to-month. It could be, your risk could change every day. Toute dernière question, je vais passer la parole aux autres derrière, mais puisque vous nous dites, après tout, ouvrons la porte, pourquoi pas cette customisation de l'assurance, pourquoi pas ne pas faire payer différemment les personnes en fonction des risques qu'elles proposent? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous qui vivez en Afrique du Sud, est-ce que vous voyez également cette demande émerger de la part des patients ou des assurés? Est-ce que vous n'avez pas des assurés jeunes, en bonne santé, etc., qui disent, écoutez, non, moi, je ne vois pas pourquoi je paierais plus cher pour le vieux malade qui est à côté de moi? Yes, definitely. So I think, again, in most, this is common to most insurance markets, is that your younger, healthier population subsidizes your older, sicker population. But why should a healthier, older person be paying a lot more in terms of insurance than a younger, unhealthy person? So, again, from my perspective, it's if you're managing yourself in a better way and you're taking steps to become healthier, so healthier behavior, then you should absolutely benefit from that. So if you're doing things that will prolong your life or reduce your medical costs, you need to benefit from that. Thomas Blanchette, la Mutualité française, est-ce que les cheveux que vous avez sur la tête se hérissent à entendre Simon Spurr en face de vous? Non, pas à ce point. Je pense qu'il y a une part de vérité. Après, que des dispositifs connectés puissent accompagner les assurés ou les citoyens tout au long de leur vie et leur permettre une meilleure santé, oui, certainement. Après, de là, à lier le dispositif à un bonus ou un malus, parce que quand on parle de bonus, obligatoirement, il y a son pendant, le malus. On va vers l'antisélection assurantielle, on va vers de l'exclusion, et ce n'est pas du tout le pacte que s'est fondé ce pays, ce n'est pas dans nos valeurs. Donc par conséquent, je pense que nous irons, et on a déjà commencé, certains groupes ont déjà commencé à mettre en place des dispositifs de suivi, type, alors, je ne sais pas si on peut citer des marques, allez-y. Dispositifs Better Eyes et d'autres dispositifs qui permettent et qui permettront demain d'accompagner des cohortes ou une partie de la population. Alors de là à en faire... j'ai eu cette question l'an dernier, ici d'ailleurs à Castres, sommes-nous prêts à bonifier ou à récompenser nos assurés pour un bon comportement? Non, pas sous forme assurantielle. Par contre, que des dispositifs puissent les accompagner, puissent leur permettre d'être en meilleure santé, avec un pivot neutre, certainement, avec un interlocuteur, avec une boîte noire, qui permettent d'accompagner au quotidien ces populations, sans faire d'anti-sélection, sans faire de sélection, en fin de compte, de nos assurés. Je pose volontairement quand même ma question jusqu'au bout et la logique jusqu'au bout. Il y a cette
cette notion de reward dont nous parlait SciencePer tout à l'heure, effectivement pour aider, inciter les personnes à faire du sport, à marcher, à avoir une meilleure hygiène de vie. Et l'hygiène de vie est quelque chose de médical, d'ailleurs, à la base. Est-ce que vous n'imaginez pas, comme ce qu'il nous racontait en Afrique du Sud, qu'il y a des gens qui disent, écoutez, moi je fais ces efforts, je suis en bonne santé, je ne vois pas pourquoi je paierais pour les autres et je demande d'avoir une véritable santé à la carte en fonction des efforts que je fais, même si ce n'est pas dans nos valeurs telles que vous le dites. On n'est pas à l'abri de ce type de revendications. On le voit à travers d'autres dispositifs ou différentes mesures. Mais en santé, il n'y a pas pour l'instant. Il n'y a pas en santé. Et je pense qu'en tout cas, de ce que je vois en fin de compte de l'évolution de nos dispositifs, même si les choses vont très très vite dans ces domaines, je pense que les Français ne sont pas prêts à un moment donné à exclure d'autres populations. Je pense qu'il y a sans faire d'angélisme, hein, je pense qu'il y a encore ce socle qui nous lie et qui permet demain, tout en étant conscient des évolutions technologiques, de nous adapter à ces évolutions, tout en respectant, sans faire de sélection. Les Français ne sont pas prêts à exclure d'autres populations. Vous dites que ce n'est pas dans nos valeurs, mais il peut y avoir des adaptations. De quel type, par exemple, vous, du côté mutuel, aujourd'hui, vous envisagez cette santé connectée, ces objets capables d'aller chercher nos données, et nos données ont quand même une grande valeur marchande. Je vais faire de la provoque. Je disais l'an dernier, lors d'une interview dans une autre salle, que la médecine du XXe siècle était morte et que la complémentaire santé du XXe siècle était morte aussi. Et que par conséquent, il nous faut imaginer notre rôle d'acteur global au-delà de l'assurance. C'est-à-dire ? C'est comment demain, un acteur global de santé, et un seul, parce qu'à mon avis, il n'y en aura qu'un seul à terme, il n'y a pas de Uber, il n'y en a qu'un. Donc comment demain, une plateforme sera en capacité, aux côtés de l'assurance maladie, d'accompagner les citoyens dans le cadre d'une pathologie, d'une sortie d'hospitalisation, et qui a cette légitimité sur un territoire ou au niveau du territoire national, pour accompagner l'ensemble des citoyens dans l'ensemble de ces dimensions, à la fois le soin, la pré-hospitalisation, et puis l'ensemble des maillons de la chaîne. Je pense que des opérateurs, un opérateur mutualiste, pour le coup, avec sa légitimité d'acteur global, doit pouvoir demain être cet acteur. De quelle manière, justement, très concrètement, vous imaginez cet accompagnement demain du patient, du malade, sur une logique de parcours de soins, puisqu'on en est là, en vous appuyant sur quelles forces, en vous appuyant sur quels avantages que vous détenez aujourd'hui, puisque vous nous dites que votre modèle est en train de s'effondrer, qu'il va falloir le réinventer ou le rebâtir. Oui, je pense qu'il va falloir accepter, alors sans mandat de mon entreprise, ni de mon groupe, ni du mouvement mutualiste pour m'exprimer sur ce sujet, mais à titre personnel, je pense qu'effectivement, au regard de l'évolution des technologies, l'évolution des capacités de calcul, les algorithmes, comment demain, avec les outils, les objets dont nous disposons et qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, la capacité des calculateurs à accompagner quelqu'un en sortie d'hospitalisation par rapport à une chute ou un risque de rechute de cancer du poumon, comment avec 3 objets connectés et un algorithme puissant, on réussit à détecter, à accompagner et à réduire à la fois la mortalité, à réduire les coûts de santé. Et je pense qu'on doit avoir cette capacité de créer une plateforme qui accompagne l'ensemble de ces assurés. En s'appuyant sur des algorithmes que nous n'allons pas développer, qui seront certainement sur le marché, en s'appuyant sur des objets connectés qui sont sur le marché avec des partenariats industriels, mais aussi aux côtés de l'assurance maladie qui restera un des premiers financeurs, et non pas au détriment de l'assurance maladie. Ce que vous dites est quand même une véritable révolution, dans le sens quasiment physique du terme. Ça impose quand même 2 changements très importants. Un, le fait qu'un acteur comme vous ait accès aux données personnelles de vos adhérents. Puisque si vous voulez bien conseiller une personne sur son parcours de soins, avoir les bons algorithmes qui analysent les choses et bien la guider vers telle ou telle spécialité, ou telle hygiène de vie, ou tel changement en tout cas à mettre à la base, vous devez récupérer ces données personnelles et les analyser. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ainsi, on peut demain, c'est déjà le cas aujourd'hui, on n'a pas accès aux données médico-administratives. Voilà. C'est sûr, on n'a pas accès au SNIRAM, pas encore, et ce n'est pas demain la veille, à mon avis. Et d'un autre côté, avec les objets connectés, on va disposer d'une base tout aussi intéressante et exploitable que le SNIRAM dans d'autres domaines. Alors, attendez, que je comprenne bien ce que vous êtes... On n'a pas accès aux données médico-administratives, au dossier médical du patient, mais finalement, en passant par le biais des objets connectés, on va pouvoir se faire aussi notre base de données quelque part derrière. Mais je pense que cette base de données, ce que je disais tout à l'heure, elle doit passer par un pivot neutre.
C'est-à-dire que l'assureur ne doit pas... De toute façon, c'est un sujet d'actualité. On y travaille avec le CIS, avec d'autres partenaires, mais aussi avec des associations de patients, de consommateurs. Cette notion d'accès aux données de santé médico-administrative nous est interdite, c'est sûr. Il y a une partie qui est exploitable, il y a une partie qui éventuellement peut être utilisée. Mais ces données issues, enfin, données de bien-être, pour reprendre les propos de notre ami, non pas pour les customiser ou pour customiser un parcours, mais pour faire en sorte qu'un pivot neutre puisse les utiliser et accompagner. C'est-à-dire que l'assureur ne doit pas avoir accès à ces données, ne doit pas pouvoir faire de l'anti-sélection assurantielle, doit pouvoir aider à travers un pivot neutre et accompagner, mais en aucun cas faire de l'anti-sélection. Simon Spur, juste une petite réaction sur ce que vient de nous dire Thomas Blanchette. L'assureur ne doit pas avoir accès, il doit être neutre dans cette histoire de données personnelles. Comment est-ce qu'en Afrique du Sud, ou ce que vous voyez aux États-Unis, les choses se passent-elles? Est-ce que c'est une question qui pose débat ou pas véritablement? It is controversial. I think I tend to agree with what my colleague is saying here around the access is always a difficult part. It's a difficult bridge to cross. My perspective is that from an insurance perspective, if you truly need to understand your base, you now have tools that can help you manage and understand your base slightly better. So again, from an insurance perspective, you're mitigating risk. So you look at your base, you understand where your risk lies, and then as an insurer, you need to start predicting what's going to happen in the future as close as you possibly can. So predictive analytics becomes a bit of a guessing game when you don't have the right data. So the view from my side is to say the insurer can be empowered with that data and make better analytical decisions about the longevity of the fund, and where they think spending is going to lie. I think it makes it a more efficient way of ensuring your base and mitigating risk when you have better data. I agree to a point. It's difficult to say you have all the data because patients are not going to consent to giving all the data. But if you have the technology and the ability to draw in data that is valuable to be able to measure your user base better, then you should be able to use that. Thomas Blanchette, oui, une réaction, puis une deuxième question dans la foulée aussi. Oui, juste une réaction. D'une part, préciser pour notre ami que d'une part, nous, on est non-profit. C'est-à-dire que nous sommes une structure, nous sommes assureurs, mais assureurs paradoxal. Moins on assure, moins on couvre de risques, mieux se porte l'assurance maladie. Ça, c'est notre rôle d'assureur paradoxal, notre spécificité. Après, par rapport à cette spécificité, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons pas volonté d'analyser ces données de santé, nous n'avons pas volonté de faire de la customisation. On a la volonté demain aux côtés de l'assurance maladie. Et quand je dis disparition de l'assurance complémentaire, il y aura une partie qui restera assurable, on va réduire la matière assurable, mais il va y avoir une diminution drastique de l'aléa de santé. L'aléa de santé va diminuer au regard justement de ces objets connectés, du décodage de notre génome, etc. Donc réduction de l'aléa de santé. Et je pense que le rôle pas d'une complémentaire, mais pour le coup d'un groupe de protection sociale ou acteur global de santé, ça sera d'accompagner des cohortes. Alors soit de personnes atteintes de pathologies lourdes ou atteintes de pathologies ou exposées à des risques. Mais je pense qu'aux côtés de l'assurance maladie, notre rôle, toujours dans le non-profit, sera d'accompagner ces populations. Alors ça bouscule complètement nos modèles économiques. C'est ce que j'allais vous dire. Mais il faut accepter, à mon avis, cette réalité et de dire demain, notre futur rôle, c'est certainement d'accompagner des populations pour leur permettre d'accéder à des soins de qualité et de vivre en bonne santé. Et en parlant de modèle économique, on en verra dans d'autres pays dans quelques instants, ça suppose quand même la fin de cette quasi autre exception française qui est celle du remboursement à l'acte que viennent compléter les mutuelles derrière. C'est-à-dire que tant qu'on reste sur des actes payés, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur un parcours de soins coordonné du patient, d'avoir un suivi plus global du patient, de faire des choses en amont. Il y a bien longtemps qu'on milite pour la fin justement de ce paiement à l'acte, d'avoir la possibilité d'accompagner, avec un budget global, d'accompagner des populations. Alors dire que nous y sommes prêts,
ça serait parler un peu vite, mais je pense qu'il faut s'y préparer et que demain, effectivement, c'est accompagné avec l'ensemble des opérateurs. Ce n'est pas simplement accompagner dans une démarche de conseil, c'est aussi être en capacité de coordonner l'ensemble des professionnels de santé, l'ensemble des dispositifs pour accompagner les assurés. Fin du paiement à l'acte, en tout cas préprogrammé éventuellement pour demain. Je voudrais qu'on aille dans d'autres pays avec vous, Béatrice Fallis-Mira, que vous avez étudié, où justement on est sur d'autres modalités et sur des financements mixtes, où c'est des partenariats mixtes public-privé autour de la santé, où ça a dû parfois se réinventer. Si on part par exemple à Valence tout de suite, en Espagne, là on a... Parce que le modèle n'était plus tenable de toute façon, il a fallu réinventer complètement un modèle. Tout à fait. Alors je vais recadrer, effectivement, c'est une étude qui a été faite peut-être dans mon ancienne vie, si on peut dire, mais qui est aussi d'actualité chez Medicine, qui a été portée par le Syntec Health-Item. On s'est interrogé sur ces modèles financiers. Et donc, on a pris 4 pays assez proches, avec une santé publique, un accès facile, donc pour être... on espère un peu comparable à la France. Donc on a, dans les 4 pays, vous les avez cités. Alors si on zoome tout de suite sur l'Espagne, qui est un modèle assez étonnant, ça s'appelle en fait le modèle d'Alzira. Ça a été documenté par pas mal d'acteurs européens. Ça se passe dans la région de Valence, où en 98, c'est un territoire de 250 000 personnes à peu près. Le ministère de la Santé de Valence doit construire un hôpital et n'a pas les moyens financiers. Donc il fait un partenariat public-privé en disant, voilà, on demande à un acteur de répondre, à un consortium, pour construire l'hôpital et l'opérer, à la fois administrativement et médicalement. Et donc comme une autoroute finalement, on n'a plus les moyens de construire des autoroutes, on va demander à un groupe de PTP de le faire. Là, on n'a plus les moyens publics de payer pour un hôpital, on va demander à un consortium privé de le faire. Il y a qui dans ce consortium ? Voilà, et le consortium, c'est un assureur, enfin c'est assurance, banque et bâtiment. Donc si j'ai bien compris, on a demandé à du BTP, de l'assurance et de la banque d'aller construire un hôpital au service du public. Alors, je pense qu'ils ont répondu à l'appel d'offres, qu'ils ont bien fait. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un système par capitation. C'est-à-dire qu'en gros, le consortium touche une somme par habitant par an, avec un certain nombre obligatoire de règles du jeu. C'est-à-dire qu'ils doivent recevoir tout le monde, que les patients ont le choix, ils peuvent aller se faire soigner ailleurs, mais s'il se fait soigner ailleurs, le consortium doit rembourser à côté ce qui a été payé. Ah oui, donc il est obligé d'être attractif en plus. Il doit être attractif, mais s'il attire trop et que les gens d'à côté viennent, il ne touche que 80% de l'acte. Donc il a intérêt à être attractif et pour son territoire. Et avec comme objectif d'être meilleur et moins cher, en gros, que tous les autres. Et c'est à peu près ça. Donc en fait, ils ont monté ça et au bout de 2-3 ans, ils sont revenus en disant ça ne marche pas parce qu'on n'a pas la maîtrise, il y a des shifts entre soins primaires et soins secondaires. Et donc on ne peut pas assurer cet équilibre tel qu'il est demandé. Et donc il y a eu rebattage des cartes sur le PPP. Et donc on a dit, la région, il n'y a pas de problème, on vous donne tout. Donc ils ont donné à ce consortium. Ils donnent quoi alors ? La médecine primaire, donc tous les centres de soins primaires, ils sont responsables de l'offre de soins globale sur le territoire de 250 000 personnes. Donc la capitation est plus forte. Alors en 2000, j'ai noté les chiffres parce que je ne connais pas par cœur, elle était de 607 € par habitant en 2010. Donc ça marche toujours très bien. Hein. Et donc en fait, le cahier des charges était le même. Vous devez absolument recevoir tout le monde. L'argent sur le patient, donc s'il est à côté, tant pis pour vous, vous devez rembourser, mais vous ne devez pas non plus être trop attractif. Vous serez audité régulièrement sur des objectifs. Alors, il y avait pas, le public n'a pas dit on va regarder comment vous travaillez. Par contre, on vous donne des objectifs. Et les objectifs, vous devez être moins cher. Donc, ils sont 25% moins chers que les autres établissements et les autres organisations de soins autour. Et vous devez être meilleur sur tous les indicateurs qualité. Ah là, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites là, Béatrice. Première chose, l'hôpital a dit on manque finalement de données des patients. Est-ce que ça veut dire qu'on a donné à cet hôpital les données médicales, cliniques, etc. Oui. À l'hôpital, en sachant qu'il y a un assureur, un banquier dans le consortium, dans le capital. Alors après, oui, c'est eux qui gèrent la santé, donc ils ont des médecins dans leur consortium qui vont gérer la responsabilité. Non, mais effectivement, en fait, ce qui a permis de construire cet outil aussi qui marche plutôt vraiment bien, c'est qu'ils ont entièrement, on parle de e-santé, donc tout est lié, les patients sur leur mobile, ils savent quel est le temps d'attente dans chacun des services d'urgence, quels sont les professionnels qui sont en place et combien de temps, qui ils vont voir et dans combien de temps ils auront à attendre. Donc en fait, il y a vraiment un maillage complet de toute l'information et c'est ce qui a permis
au système d'être performant. Alors, autre jeu, pas trop vite, vous dites beaucoup de choses. Moi, je veux 2 ou 3 explications. Vous nous dites que c'est 25% moins cher qu'un hôpital. En 2010, c'était 607 € par habitant par an contre 824 dans le reste du territoire de Là où Valence. il y avait les hôpitaux publics Classique. Qu'est-ce qui explique cette différence de prix entre cet hôpital géré par un consortium privé et un hôpital public, sachant qu'on y fait les mêmes soins, qu'on a l'obligation de recevoir la totalité de la population? Alors, est-ce que c'est le personnel qui est payé moins cher? Est-ce que c'est la qualité des soins qui peut être moindre? Est-ce que c'est la gestion globale d'un établissement qui est meilleure qu'un établissement public? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a la réorganisation qui s'est faite autour de ce système d'information qui a permis une vraie coordination, un partage de l'information et vraiment un travail de concert. Il y a le fait que les professionnels de santé sont à bord et participent aux élaborations de la stratégie et sont incentivés là-dessus. Donc, en fait, ils sont incentivés à la fois sur l'efficience et la qualité des soins. Donc, ils sont dans la barque. Alors, en fonction s'ils sont des médecins de ville, enfin des GP, ou s'ils sont à l'hôpital, ce n'est pas le même pourcentage. Et je pense aussi c'est le fait que, enfin, c'est cette approche globale d'efficience, je pense, qui a maximisé et la qualité. Enfin, en fait, quand on augmente la qualité, en général, on diminue les coûts. Il ne faut pas se leurrer, ça va dans un sens assez. Donc là, clairement, ça a été dans ce sens-là. Mais je pense que c'est l'efficience de l'organisation et le fait d'embarquer tous les professionnels avec eux, qui a été un élément. Le taux de satisfaction des patients qui n'a aucune idée de comment est géré l'hôpital est supérieur à 90%. Donc il y a une vraie satisfaction et ils ont un taux d'absentéisme dans les établissements et dans le système de soins qui est inférieur à 3%. Bon, ils ont aussi un système un peu moins souple que chez nous, mais globalement, comme ils ont fait du bénéfice, ils ont en fait maximisé le plateau technique et mis énormément d'outils très intéressants pour les médecins. Donc ils ont la capacité à publier, ils ont la capacité... Et je pense que ce que je trouve maintenant très intéressant, parce qu'on parlait beaucoup de prévention, donc on est dans une attitude d'optimisation de l'ensemble, et ce système est maintenant étant relativement bien optimisé sur le fonctionnement. Là, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait il y a un mois sur ce système, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils commencent à faire de la prévention très primaire. Donc leur intérêt, parce que sur notre analyse, quand on a passé les différents cas, c'est qu'on a intérêt à, c'est en général régionalisé, en général avec une segmentation, c'est-à-dire ce qu'on dit, on va adresser des populations dont on va essayer de gérer la bonne santé. Et en fait, cette association maintenant va dans les écoles, va dans les collectivités locales et éduque les gens à la bonne santé. Donc on est dans une démarche qui se rapproche de celle-là, et donc ils ont vraiment, ils sont plutôt optimisés le côté acute, si on peut dire, enfin de la prise en charge du soin. Et quand on regarde moi j'ai regardé ça l'année dernière parce qu'on a travaillé sur des thématiques de ce style-là, les déterminants de la bonne santé, il y en a 20% qui sont liés au système de soins, il y en a 80% qui sont liés au reste, et dans la 80%, il y en a entre 40 et 50% qui sont liés à notre comportement. Donc clairement, pour eux, l'intérêt, c'est la bonne santé de la population. Donc maintenant, c'est ce qu'ils adressent et ils font de l'éducation à la bonne santé. Thomas Blanchet, pour vous, c'est l'exemple parfait, ce qu'est en train de nous dire Maîtrise Faliz-Mira. Il y a sûrement des biais, mais c'est quand même assez bluffant. Suivi, vous me disiez, un suivi du parcours de soins d'un patient, de la prévention derrière, des suivis, pourquoi pas, de cohortes, vous nous avez dit, sur certaines maladies, un paiement non pas à l'acte, mais à la captation, ce qui change aussi pas mal de choses, et une gestion mixte, public-privé, même si on a un assureur qui est à la tête des choses. Ce PPP, partenariat public-privé, ça existe aussi en France. Clinique de Saint-Nazaire, c'est le groupe Harmonie donc c'est un partenariat public-privé. Donc il y a déjà un assureur santé qui est partenaire et qui est cofinanceur avec des domaines qui sont extrêmement étanches. Les données de santé ne sont pas accessibles à l'assureur que nous sommes ou aux partenaires ou aux financeurs que nous sommes de cette structure hospitalière. Déjà là-dessus, aucune ambiguïté. Après, il y a un sujet qui est revenu plusieurs fois dans l'intervention de Madame, c'est la coordination. Et effectivement, l'efficacité, alors coordination liée à une dimension qualité qui elle-même génère de l'excellence ou du résultat ou des bénéfices à terme. Donc c'est cette capacité d'une part d'attractivité, avec des outils et un plateau technique très innovant, avec une montée en gamme, avec éventuellement de la e-santé, avec un tas de dispositifs, et qui permettent d'une part d'attirer des professionnels de santé jeunes, dynamiques, qui ont envie
bouger, d'innover, d'être dans une forme de coordination et d'accompagnement. Donc je pense que tous les ingrédients sont réunis. Après, la capitation, grand débat, il faudrait une soirée complète et faire venir des économistes de la santé pour vanter les avantages de la capitation, les différents dispositifs ou les comparer par rapport à la loi HPST et puis la T2A et compagnie. Par contre, il y a un sujet un élément qui pourrait être lié, il y a cette notion de coordination et e-santé, c'est comment on lie les territoires et l'hôpital. C'est comment demain, dans le cadre du virage ambulatoire et le développement des technologies, l'accompagnement des cohortes, j'y reviens tout le temps, comment l'hôpital peut être au service de centres de e-santé sur les territoires. Alors c'est vrai que dans cet exemple espagnol, finalement c'est le même opérateur. L'hôpital fait partie complètement intégrée du système. En fait, c'est le même opérateur qui opère l'hôpital, qui opère la ville, qui opère les centres de soins de proximité. Ils partagent le même système d'information, ils partagent les gestions d'emploi du temps et tout ça. Je vais te dire juste un petit mot des systèmes italiens et peut-être anglais. Et l'anglais m'intéresse aussi beaucoup. C'est complètement différent de ce que vous avez donné là en Espagne. Puisqu'en fait, on parle quand même beaucoup de la place de l'assureur, on parle beaucoup de gestion de bonne santé. Quand on a fait un peu ce tour d'horizon, on avait trois autres cas. Donc un cas lié à la pathologie, parce qu'on dit qu'on va bien accompagner des cohortes ou des patients. Enfin, il y a bien cette analyse, cette segmentation de patients qui est toujours sous-jacente. Donc en Allemagne, un projet porté par ALER qui a déjà été pas mal, qui s'appelle Cordiva, où l'assureur en fait travaille avec, alors c'est un assureur public, éventuellement privé, à la limite c'est pas le travail avec un industriel pour offrir une solution à des patients ayant une pathologie chronique, en monitoring, en suivi, en plateforme. Ils peuvent se peser, répondre à un questionnaire chez eux, et puis un suivi au téléphone et avec donc, des infirmières. On sait que ça, effectivement, il y a une meilleure adhésion, enfin une meilleure observance et une diminution des hospitalisations. En Angleterre et en Italie, deux approches très différentes. En Italie, c'est une structure privée qui s'est associée avec une société savante pour créer une plateforme en B2C, donc là directement vers les patients, pour dire aux patients, on vous met en place une plateforme pour gérer votre tension. Et en fait, avec un niveau de service gratuit et un niveau supplémentaire où les gens payent je ne suis pas sûre du prix, donc je ne vais pas le dire, sur des soins, enfin des trucs un peu plus sur mesure. Et en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas encore démarré la commercialisation. Ils ont juste un peu... Et déjà, ils ont 2500 personnes sur la plateforme en 3 mois et 250 qui payent. Et en fait, là, ça se rapproche de ce qu'on discutait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une approche en B2C, mais il y a une approche aussi en B2B2C. Et le B intermédiaire, c'est des assureurs, ce sont des ou des industries différentes. Mais ça veut dire aussi, pour répondre à ce que disait Simon Spur tout à l'heure, que sur l'exemple italien que vous nous donnez, on a des patients ou des malades qui n'ont pas peur de donner leur data pour qu'elles soient analysées, qu'ils aient un meilleur service de santé derrière. Là, c'est juste sur une tension, mais oui, non, ils sont tout à fait prêts à échanger. Alors, le quatrième rejoint complètement ce qui était décrit, c'est en Angleterre, donc c'est Vitality Health, donc c'est un assureur qui là fait de l'incentive positive à la bonne santé, si on peut dire. Donc on retrouve, il est une emprise mondiale, je crois qu'il a plus de 5 millions de patients qui sont suivis comme ça aujourd'hui, de membres, pas de patients. Et donc, il fait quoi concrètement ? En fait, il offre, alors il demande, enfin il offre alors il y a plusieurs approches. D'abord, il y a des incentives forts pour gérer sa bonne santé. Donc si vous faites par exemple une démarche pour arrêter de fumer et que vous la documentez, vous gagnez des points. Si vous faites une démarche pour gérer votre poids en portant, je sais pas, une balance connectée, vous marquez des points. Si vous faites je sais pas, vous faites la preuve que vous mangez correctement de façon saine, vous gagnez des points. Donc il y a tout un ensemble d'éléments avec une plateforme où il y a des indications, des aides, etc. Et avec un certain nombre de points, vous gagnez en fait des bons cadeaux. Donc clairement, ça se rapproche tout à fait. Et il y a aussi, si vous acceptez de faire un bilan de santé tous les ans, par exemple, vous gagnez des points et vous avez à nouveau des bons... Donc on rétribue la gestion de la bonne santé, on rétribue positivement les gens qui gèrent leur bonne santé. C'est exactement la même approche. On est sur un système où cet assureur, effectivement, ne vient pas uniquement compléter des actes ou le paiement d'actes médicaux. On a un énorme travail de prévention, de comportement, d'hygiène de vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des relais qui est identifié, ce sont les entreprises, qui ont intérêt à ce que leur personne aille bien. Et donc, un de leurs relais dans cette organisation sont les entreprises. Donc les entreprises sont prêtes, membre, mais voilà. Si je comprends bien, les entreprises sont prêtes à payer éventuellement à cet assureur privé pour que leurs salariés puissent bénéficier d'un système supplémentaire ? Ou faire la promotion et porter les messages. Pas forcément jusqu'au paiement, parce que là, il n'y a pas vraiment... Mais ça peut être d'héberger des solutions, de les proposer ou de se faire un relais actif de cette gestion de bonne santé. Et d'un point de vue comportemental, cette fois-ci, de la part des patients ou des adhérents à ce système-là, comment est-ce que les gens prennent les choses ? On reste peut-être sur des caricatures, sur des stéréotypes,
On avait jusqu'à présent en France une position, on disait les gens, on n'a pas à les espionner, on n'a pas à aller chercher leurs données de santé, on n'a pas à les traquer tout au long de la journée, savoir s'ils mangent bien, s'ils arrêtent de fumer, s'ils font du sport, s'ils se pèsent ou quoi que ce soit. On est trop intrusif dans leur vie privée. Non, mais là, c'est du volontariat. Donc et donc, les gens sont volontaires pour y aller. Voilà, mais après, il y a une double vision. C'est quelque chose d'assez ambigu ou un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit on va être surveillé, en même temps, si on veut que la réponse soit adaptée, il faut aussi qu'il y ait un échange. Donc, il y a un mix entre le côté... Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi... là, ça permet d'avoir des réponses plus pertinentes à certaines thématiques. Mais là, pour l'instant, ce n'est que de l'incentive positif sur des gens volontaires. Bon, alors Thomas Blanchette et puis ensuite Simon Spur pour répondre là-dessus. Alors demain, à la mutuelle, si je fais un petit peu de sport, j'arrête de fumer et puis je perds 2 ou 3 kilos, je vais avoir des bons de réduction et puis voire même une réduction sur ma facture mutuelle. Non. J'aurais essayé. Hein. Non, mais si globalement, si une majorité de nos assurés a un comportement vertueux, ça se ressentira sur nos dépenses et par conséquent, on pourra le répercuter sur l'ensemble de nos adhérents. Par contre, revenir sur une de vos remarques, sur la bonne observance des traitements. Le dossier a été arrêté par le Conseil d'État il y a quelque temps sur l'apnée du sommeil. On y revient puisqu'il est débattu aujourd'hui à l'assurance maladie, demain exactement. Alors on peut juste redire en 30 secondes pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. L'apnée du sommeil, c'est une maladie qui est extrêmement grave. On équipe les personnes de machines qui les aident à respirer régulièrement la nuit et on s'aperçoit que je crois c'est 30 ou 40% des personnes équipées n'utilisent pas ou n'utilisent pas du tout, pas correctement ces machines-là. Et donc la volonté du système de santé, c'était de dire on va traquer en fonction de l'utilisation. S'ils l'utilisent réellement pas, soit on enlève la machine, soit ils payent. Soit ils utilisent la machine, soit on ne paye pas l'industriel qui le met à disposition, ce qui est totalement différent. Et par conséquent, ce dossier avait été enterré par le Conseil d'État et revient dans un rapport qui sort demain sur... donc il y aura des dispositifs et il y aura des contraintes nouvelles pour les assurés. Je pense que progressivement, l'assurance maladie et les assureurs, ils viendront, quand on parle de la bonne observance ou des outils connectés au service ou en accompagnement d'une pathologie ou d'une sortie d'hospitalisation, ça arrive avec les sorties d'hospitalisation par rapport à une suite d'un problème cardiovasculaire, avec une balance connectée, dont je tairai le nom, mais qui est un brevet français, je crois. Et donc... les dispositifs connectés arrivent et la bonne observance ou la bonne utilisation des dispositifs connectés pour les assurés sociaux ou pour les assurés complémentaires arriveront progressivement dans un pays où les choses se font de façon progressive. Avec un côté positif aussi, c'est à la fois compliqué parce qu'il y a une forme d'observance, une surveillance. En même temps, le modèle, c'est que si le patient ne l'utilise pas, il y a une alerte auprès du médecin qui doit normalement justement se dire... le rôle du médecin aussi, et quand un traitement n'est pas adapté au patient, parce que soit il est mal expliqué, soit il n'est pas adapté et le patient sera toujours opposant, de trouver une alternative au traitement. Donc il y a à la fois le côté, peut-être qui peut être mal senti d'être surveillé, mais il y a aussi les alertes et les moyens d'en faire quelque chose de positif pour qu'on puisse adapter les traitements et les prises en charge. Alors, Simon Spur, je voudrais avoir plusieurs réactions. Il y a beaucoup de choses qui ont été données. Première chose, peut-être, c'est ces mix de modèles publics privé. On a vu des choses très différentes selon les pays. Qu'en est-il en Afrique du Sud? Est-ce qu'on a un système qui est aujourd'hui totalement séparé entre un système de santé publique qui est moins bien équipé, compte tenu de l'état du pays, parfois moins performant, et un système, lui, complètement privé, qui est bien équipé, performant, mais simplement pour les personnes qui peuvent se permettre de payer pour y aller. Est-ce que vous êtes sur une séparation complète de ces deux systèmes, ou est-ce qu'il y a des mix qui sont en train de se créer? So in South Africa, we have a fairly unusual scenario where we have a very small private insurance base, which makes up about 15% of the population, but then a much larger public sector or state government sector, which looks after the rest of the population, which is 85%. Now we have a very it's very inequitable, where you have a very well-run, very well-funded and managed private sector and a very poorly run and overutilized public sector. So there's a lot of debates in the South African context right now, and it's been a debate that's been ongoing and tabled in our parliament, where there's got to be some kind of hybrid situation, because the two can't work in polar opposites of each other forever. There's just too much disparity, and there's too much overflow in our public sector. So in order to create better care,
you need to start funneling state patients through the private sector. The problem that we sit with is some of the things we've touched on is when you look at a fee-for-service model, you know, your private hospitals are getting paid for what we call bums and beds, and doctors are getting paid for consultations with that patient. So for the providers and the hospitals, you know, they see the fees that they can obtain from the private sector and the insurers who will fund that, whereas the funding from the state side is a little bit more restrictive. So there's a lot of disparity and there's a lot of ground that needs to be covered to bring the two sectors closer together. And again, I think through technology, you know, we start having the ability to be able to remotely monitor patients who may be in the state sector who don't have a facility near them or who don't have access to quality care that a person in a major metropole city might. So we have a very unique healthcare environment and very different from the European landscape. Autre point, je voulais que vous réagissiez sur ce que nous disaient nos interlocuteurs, notamment Béatrice Weiss-Mira, c'est sur l'aspect de prévention. Et on voit comment aujourd'hui en Europe, des assureurs privés vont massivement sur ce thème de la prévention et non uniquement sur le soin clinique. Comment est-ce que vous percevez ça depuis l'Afrique du Sud ? So I think prevention or preventative medicine is a really important word in our space right now. If you look at 85% of the population or 40 million, we have a huge strain on our facilities because South Africa presents itself with some major disease stats at the moment. So we have very high obesity rates, we have very high hypertension rates and diabetes. So there's this ticking time bomb of a mass population who need resource and need access to quality care. But you know, if you're not servicing that, your morbidity rates are going to increase. So it's a massive problem, and solutions need to come to the fore because there's not enough facilities. There's not a quick win here. But there's got to be a way to be able to monitor better, and we have the tools to be able to get into that space now. Béatrice Weiss-Mira, peut-être dernière intervention, on va donner la parole au public qui va sûrement poser beaucoup de questions sur tout ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde. Vous avez quand même regardé aussi de près les conditions de réussite d'un partenariat entre le public et le privé. C'est pas tout de dire on obtient des meilleurs résultats ici ou là et on n'a qu'à les marier. C'est pas si simple que ça. Non, alors c'est vrai que par exemple le cas espagnol, alors la structure qui gère ça s'appelle Ribera Salud, et en fait ils ont fait des petits, donc ils ont fait maintenant une quinzaine de sites, de régions, de territoires qui sont managés comme ça. Alors ce qu'on a un peu identifié, c'est effectivement le fait d'abord de partager pour que le partenariat public marche, parce qu'on s'est pas mal posé la question de quel mode de rémunération et comment ça pouvait se mettre en place. Un des points d'abord qui nous a semblé clair, c'est qu'il faut que les règles du jeu, les responsabilités, les risques soient bien définis, ce qui explique une vraie transparence entre les acteurs, et ce qui n'est pas toujours simple à mettre en place, un vrai respect et une capacité à être flexible et à rebattre les cartes. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est vrai qu'au bout, en 98, quand ils ont monté leur première périmètre et qu'ils ont vu que ça ne marchait pas, en 2003, ils sont partis sur un nouveau périmètre, donc ils étaient capables, l'un comme l'autre, de dire on a monté quelque chose qui n'était pas suffisant, qui n'adressait pas la totalité de la problématique, et de pouvoir rebattre les cartes. Il y a une grande transparence. Je pense aussi que pour moi, un des points qui est important, c'est de travailler aux objectifs et non pas sur les process qui sont constamment vérifiés, etc. Donc là, c'est vraiment, on se donne des objectifs communs, des règles du jeu avec transparence. On construit la stratégie ensemble pour cette transparence et que les objectifs soient partagés, et on est capable de rebattre les cartes au moment où on voit qu'il n'y a pas l'atteinte des objectifs tels qu'on l'avait imaginé. Je pense que ce qui implique un vrai respect des deux parties, qui est quand même encore parfois, on fait des grands progrès en France, mais on a encore parfois des difficultés à ces coopérations en comprenant les enjeux des uns et des autres et en étant dans le respect mutuel plus que la bagarre. Enfin, voilà. Mais je pense qu'on a identifié ces points-là comme étant assez fondamentaux pour arriver à construire ces partenariats. Être dans le respect mutuel, dans la bagarre, pas dans la bagarre, mais dans la co-construction. Construction, ouais. Vraiment un partage d'objectifs et de stratégies, en fait. Voilà, beaucoup de choses qui sont dites sur l'évolution des modèles de santé, sur l'intérêt, beaucoup de choses, l'intérêt des data, la capacité finalement aussi des patients à proposer leurs data, la capacité à les analyser, proposer pourquoi pas des programmes de prévention, customiser ou ne pas customiser un risque de santé derrière, et les chiffres quand même très impressionnants que vous nous donnez sur un hôpital géré par un consortium BTP, assurance et sur un territoire, pardon.
Parce qu'il faut aussi une différence, un système par capitation et donc un consortium privé, assurance, banque et BTP. Beaucoup de choses à réfléchir. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui doivent venir chez vous. Je vous propose de prendre un micro, où on va vous amener le micro. Voilà, il y a quelqu'un qui était censé le faire, mais s'il n'y a personne, je vais le faire moi-même. Et poser toutes vos questions. Je vous demanderai simplement de vous présenter à chaque fois que vous posez la question. Et puis de poser des questions courtes pour qu'on puisse avoir un bon échange. Voilà, la première question est tout en haut de l'amphi. Hop, voilà, on va vous apporter le micro, monsieur. Vous puissiez poser votre question auprès d'intervenants qui, quand même, ont des idées qui bousculent notre modèle de santé actuel, au moins en France. Allez-y. Bonjour. Cédric Neumann, CGI, manager digital. Quelle est la différence je m'adresse aux trois intervenants, hein. Pour vous, quelle est la différence entre un questionnaire de santé médicale que je remplis, qui est un document papier, mais sur lequel je donne les données médicales, et un objet connecté que je consens à porter, qui lui aussi va donner des données médicales. Le premier, actuellement, il a bien un impact sur mes coûts d'assurance, notamment pour un prêt. Le deuxième, actuellement, c'est un peu tabou. Mais personnellement, je ne vois pas forcément de différence. Alors, je voudrais bien vos avis respectifs. Le questionnaire médical, on le remplit, le device, c'est lui qui remplit les données à notre place. Alors, je ne sais pas, je voudrais votre avis à vous trois là-dessus. Ouais, comparer le questionnaire médical dans le cadre d'une assurance prêt et des données de santé issues d'un objet connecté, je pense qu'il y a un écart fondamental. Il y en a un qui analyse éventuellement si vous êtes atteint d'une pathologie grave pour éviter le risque ou la survenue d'un risque, et d'un autre côté, l'exploitation de données relativement simple pour vous accompagner au quotidien. Donc, un peu de mal à comparer les deux. Si vous me parliez d'un questionnaire de santé dans le cadre de la prise ou de la contractualisation d'une garantie en complémentaire santé ou en prévoyance, je vous dirais qu'il n'y a pas tellement d'écart. Simon Spur, sur cette question. I think you touched on something important, but the ability for users to not be 100% honest when a written manual questionnaire is always present. Coming from a healthcare insurance background, we see many users who've never smoked in their lives before. They never drink. They're the perfect candidate for insurance, but there's an element of dishonesty there. I think it's human nature when you sign in insurance forms to want to be the better person because you're worried about what the outcome may be. And I think, we're touching on the validity of information, and I think the exciting point from our perspective, from our business perspective, is that the wearable sensor is very hard to cheat. The better the technology becomes, the better the information is going to become, and the truer that information will become. Pareil, même, de toute façon, est-ce qu'on ne va pas sur des objets connectés par défaut demain, vu le nombre de médecins qui refusent aujourd'hui de remplir des questionnaires d'assurance? Les objets connectés, il y en a encore beaucoup qui sont sur du bien-être, pas sur les données de santé, en plus, qui sont presque sur des données personnelles. Donc aussi, il y a ce... D'autres questions, d'autres remarques? Voilà, monsieur, on vous apporte le micro. Voilà, on vous écoute. Bonjour, c'est Gérard Veil, je suis finaliste donc aujourd'hui au Trophée de la Santé. Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité. Nous proposons donc un système de capture de mouvement pour les membres inférieurs. Tous ces systèmes, je pense que c'est une question générique pour des systèmes nouveaux qui amènent des nouvelles manières de travailler, qui amènent une nouvelle manière peut-être aussi pour le corps médical de travailler. On a quelque part aussi un rôle d'évangélisation pour, quand on croit à son projet, pour dire, ben voilà, vous avez une manière aujourd'hui de travailler. Est-ce qu'avec ce complément d'outils, vous ne pourriez pas envisager une manière un peu différente de travailler qui vous permettrait d'aller plus puissamment donc, sur le cœur du sujet, hein. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple pour notre société, c'est de dire vous avez un problème de genou, vous faites opérer, vous faites mettre une prothèse. Aujourd'hui, vous êtes en face d'une équipe médicale qui est un petit peu dissolue, hein. Il y a d'un côté le chirurgien, de l'autre côté il y a le kiné, au milieu il y a le patient, et on propose un outil qui relie un petit peu tout ça. Donc effectivement, c'est
peut-être une cause de rejet immédiat parce que on va aller taper dans les habitudes séculaires d'un certain nombre de professions. C'est aussi une opportunité, je pense, pour eux de réfléchir un peu autrement. Est-ce que les mutuelles peuvent jouer un rôle, puisque aujourd'hui, ce genre de système est évidemment pas remboursé par la sécurité sociale. Or, on a un objectif qui est d'aider à la rééducation, d'aider aussi peut-être à la rapidité de cette rééducation. On se retrouve donc devant une situation qui est un peu compliquée de ce fait-là. Est-ce qu'une mutuelle peut aider dans ce sens et peut, je dirais à partir du moment où elle vérifie des choses, promouvoir? C'est un mutualiste qui va vous répondre. Deux réponses. Déjà d'une sur l'approche ou sur l'acceptabilité d'un dispositif. Pour que la population, alors on évoquait tout à l'heure la possibilité pour un individu de transmettre ses données de santé ou d'accepter de transmettre ses données de santé ou de lui imposer la transmission de ses données de santé ou les données de bien-être. Je pense que si on arrive à démontrer à l'individu que ces données de santé vont être exploitées pour son propre compte et à son bénéfice, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour cette acceptabilité. Après, est-ce qu'une mutuelle, est-ce qu'une complémentaire santé peut intégrer dans son offre des dispositifs innovants e-santé qui permettraient une rééducation plus rapide ou un retour au travail ou un retour plus rapide? Un jour peut-être, au regard de nos modèles assurantiels actuels en complément de l'assurance maladie, on pourrait le faire. Après, c'est qu'une question de coût. C'est à quel coût, pour quel bénéfice. Même si on est non-profit, pour autant, il faut équilibrer les comptes. Donc, pourquoi pas? C'est-à-dire que l'assurance maladie se pose les mêmes questions avec des nouveaux dispositifs, avec des objets connectés. On ne va pas mettre de l'objet connecté partout, on ne va pas mettre de la e-santé partout. Il y a une évaluation qui est faite sur l'efficience d'un dispositif, et c'est le bon terme, c'est l'efficience d'un dispositif, et comment on regarde les bénéfices produits, ce dispositif peut être intégré dans une offre. Mais là-dessus, juste pour compléter la question, est-ce qu'on ne prend pas du retard ici quand même en France par rapport à ce qui a tendance à se faire partout autour de nous? Je travaillais il y a quelques semaines au niveau de la mutualité française avec des entreprises, des startups qui travaillent sur des dispositifs ou sur des algorithmes qui permettent de détecter la rechute du cancer du poumon. Avec un algorithme et 3 objets connectés. Un tensiomètre, une balance et un thermomètre connecté. Ils ont réussi à démontrer, ils sont en phase 3, que demain, on est en capacité de réduire de 30% la mortalité, sans passer par la phase de scanner, etc., au bout de 6 mois, donc éviter le caractère anxiogène. Donc je pense qu'il y a un tas de dispositifs liés aux calculateurs, liés aux algorithmes, liés aux objets connectés, qui arrivent. Et qui vont arriver dans le champ de l'assurance maladie, puisque l'assurance maladie est partie prenante dans ces innovations, dans ces recherches, ou est contactée par ces startups. Et je pense que demain, l'assurance maladie devra s'emparer de tels dispositifs pour l'ensemble des citoyens. Et demain, comment on interviendra à leur côté? Je pense que ces objets connectés vont arriver très très rapidement. Ces nouvelles technologies vont arriver très rapidement dans la santé en France. Et je ne pense pas qu'on ait pris plus de retard. On a beaucoup de startups. J'étais il y a quelques semaines, quelques jours même, à l'inauguration de la Cité des objets connectés à Angers. On voit qu'il y a énormément de startups en France. Après, c'est notre capacité à garder d'une part nos talents, il y en a un certain nombre dans la salle, et à faire en sorte à créer les conditions pour le coup de partenariat avec des entreprises, avec des groupes de protection sociale pour accompagner et industrialiser les concepts. Vous resterez avec nous, ça sera le thème de la table ronde suivante. Patrice Faïs-Murat, pour vous qui voyagez beaucoup, est-ce que quand même, effectivement pas en termes d'ingéniosité, de création d'objets, de start-up, mais en termes de système de santé aujourd'hui, on n'est pas en train de prendre du retard par rapport à ce qui se passe autour de nous sur les objets, l'analyse des datas et effectivement des travails de prévention ou autres? Alors déjà, les thèmes ne sont pas tous les mêmes. Je pense que sur la créativité, non. Donc, clairement, je pense qu'on a un tissu créatif. Oui, non, mais ça, on le voit bien. Mais après, voilà. Sur l'application dans le système de santé actuel. Alors après, moi, je pense qu'on a un obstacle qui est notre paiement très à l'acte, alors qui est plus 100%, mais qui est quand même à 99%. Donc on commence à voir apparaître les forfaits sans aller jusqu'à la capitation. Enfin, moi, je suis assez convaincue. Enfin, je trouve la capitation très intéressante, mais plus compliquée. Mais déjà aller au forfait, qui commence à être testé dans certaines configurations, et aux incentives qui commencent aussi à être testés, mais qui sont très timidement introduits. Je pense que ça, c'est un obstacle fondamental sur les organisations autour de l'e-santé, puisqu'en fait, quelque part, l'acte n'est pas vertueux, il est dans la consommation de la spécificité médicale, plus que dans la gestion de la bonne santé. Donc je crois vraiment que ça, c'est un obstacle majeur sur la mise en place de nouvelles organisations de santé,
par rapport aux outils qu'on a. Et là, je pense que c'est un frein qui est bien identifié, je pense, et qu'il y a des travaux en cours pour commencer à le lever. Bon, il y a des pilotes, des réflexions autour de nouveaux modes de rémunération de la santé. Mais pour moi, et puis après, par rapport à ce qui était évoqué, je pense qu'on a un autre frein, c'est qu'il faut convaincre les acteurs de santé. Alors, il y a les outils financiers pour les convaincre, et il y a les habitudes. Et c'est vrai que le tissu médical français, qui est tout à fait reconnu dans son excellence médicale, par contre, dans le partage des données, la coordination, là, n'est peut-être pas le meilleur sur la place. Quand je suis passée par chez Accenture, on faisait des études internationales sur l'ouverture des professionnels de santé à l'IT. On n'était pas les meilleurs, on va dire qu'on n'était pas les meilleurs de la classe. On n'était pas les plus mauvais, mais on n'était pas les meilleurs. Donc là, il y a peut-être un frein dans le mode de travail, mais c'est aussi dans les gènes. On apprend ce que c'est qu'un colloque singulier, et ensuite on dit, ben non, finalement, c'est plus un colloque singulier, c'est un partage qui va être beaucoup plus large, qui va se coordonner. Donc c'est aussi un changement de paradigme de l'exercice médical qui est quand même assez conséquent. Et peut-être pour répondre aussi à cette question, je pense qu'un projet de e-santé est un projet organisationnel avant d'être un projet technique, et que l'organisation est portée par les professionnels de santé, et que donc il faut le construire avec les professionnels de santé pour qu'il soit adopté. Ça, c'est un point vraiment important. Il faut d'avoir des leaders d'opinion médicaux pour que ça puisse se mettre en place. De l'organisation. D'autres questions, d'autres remarques sur ces thèmes, que ce soit les data, les partenariats. Monsieur, on vous apporte le micro au fond. Les data, les partenariats publics-privés, l'analyse des data. Oui, bonjour, Yann Micheli, Société Pulsecare. Nous sommes spécialisés dans l'analyse physiologique sur des enregistrements plutôt long terme, puisqu'on enregistre des patients pendant 24 heures minimum jusqu'à plusieurs mois. Et on est capable de sortir des indicateurs ensuite sur l'équilibre de leur vie, est-ce qu'elle a un impact sur leur santé. Ce sont des choses, donc on est vraiment tourné prévention, qui marchent très très bien dans plein de pays, où justement il y a une culture de la prévention. Lesquels, par exemple ? Les pays scandinaves, par exemple, dans lequel on a un retour de plus de 94% de gens qui changent quelque chose à leur rythme de vie parce qu'ils en voient un intérêt. Et là, quand j'entends parler des exemples en fait, de motivation avec une carotte et un bâton, je me dis on n'est pas tout à fait dans la bonne motivation, parce qu'on est plutôt dans une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que j'ai un gain ou au contraire j'ai un coût, mais si la personne n'a pas compris quel est son intérêt à avoir cet équilibre de vie, c'est juste pas possible. Et donc ma question était, est-ce qu'en France, les mutuelles ou les acteurs n'auraient pas intérêt à changer leur politique de prévention, non pas pour jouer avec cet éventuel carotte ou bâton, mais vraiment faire rentrer ça dans la tête des gens, qui a un vrai intérêt à travailler différemment. Alors je vais vous donner mon avis, mais rien que mon avis sur faut-il changer de prévention ? Oui, et en profondeur. Je pense que, alors je ne parle pas au nom de l'ensemble des acteurs complémentaires, mais au nom en tout cas du groupe que je représente ici, Harmonie Mutuelle, mais éventuellement la mutualité. C'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Et quand je citais Better Eyes tout à l'heure, c'est une première pierre à l'édifice pour permettre demain de changer de mode de prévention. Alors j'appelle ça la prévention à papa ou la prévention d'antan, où on faisait de la prévention primaire, c'est très bien, on le faisait sur les territoires avec une portée ou des résultats qu'on a du mal à analyser, qu'on a du mal à mesurer. Je pense qu'au regard des outils, des nouvelles technologies, mais aussi de la concentration des opérateurs. Je rappelle que je prends le groupe Harmonie et le groupe MGN qui sont en train de se rapprocher. Demain, c'est globalement 10 millions de personnes protégées sur 64 millions. Donc ça nous donne une force de frappe sur les territoires et une capacité d'intervention, même si on réussit à convaincre 5% ou 10% d'une cohorte ou d'une population à l'échelle, en fin de compte, de notre groupe, le résultat immédiat ou le résultat à terme en termes de prévention et promotion de la santé sera certainement beaucoup plus efficient. Je pose la question aussi à Simon Spur. Après tout, on a beaucoup parlé de carottes et de bâtons, ou de récompenses ou d'obligations. Est-ce que vous croyez, vous, que comme dans les pays scandinaves, on peut arriver à convaincre les gens de manière plus simple, sans forcément agiter une carotte ou un bâton ? I think the nature of social networks and just the consumer behavior has changed significantly in the last few years. You see it in any market where a consumer is almost expecting a reward for a change in behavior. So, I'll take an example of a retail
a person buys at a certain supermarket, there's a loyalty program attached to that, therefore binding that person into using that supermarket on a more regular basis. So I think the nature of consuming in any vertical, any industry has changed significantly. So in healthcare, in my mind, it needs to adapt to the same principle. The issue that I have with typical rewards or what you guys have referred to as gift elements is they're not always tangible and not always relevant to the end user. So, in terms of healthcare, from my perspective, again, it's my opinion, is that if you want to change behavior, the reward should be tangible and personalized for that person. So, to give somebody a discounted meal voucher when they're fighting obesity and they're diabetic is counterintuitive. It doesn't make any sense. So the rewards element needs to be structured accordingly, and it needs to be tailored for a specific market. That will be my suggestion. It's more challenging and it takes more time, but it's got to be personalized again. Rentré par le marché, Béatrice Fezmira. Je pense aussi qu'il y a cette prévention comme celle qui commence à se mettre en Espagne et qui est probablement celle des pays scandinaves, c'est de démarrer très tôt. C'est-à-dire que c'est presque des actions à mener dans les écoles. Enfin, c'est une éducation et un état d'esprit très en amont. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne l'a pas tellement en France, même pas du tout. Pas du tout. Et on est vraiment des experts du soin aigu, et que ce soit par rapport à la pathologie, mais même la prévention primaire très en amont. Et c'est, quand on est dans les pays scandinaves, la façon même de concevoir le quotidien et la gestion de la qualité de la vie est profondément différente. Donc c'est inscrit dès le plus jeune âge dans le comportement des gens. Et c'est même presque, c'est que le système de santé doit travailler avec l'éducation, je pense. On a le temps pour une ou deux dernières questions. Voilà. Jean-Yves Fraisse de Sadir Assistance. Oui, Sadir Assistance, et puis administrateur du groupe Asten. Nous sommes un groupe qui prenons à domicile un peu plus de 50 000 patients. Nous sommes prestataires de santé à domicile. On a dans notre périmètre une plateforme médicalisée 24 heures sur 24 avec des objets connectés qui s'appelle H2AD. Aujourd'hui, nous avons équipé un peu plus de 5000 patients pour la pression positive continue et on voit que les retours en termes de suivi avec du coaching téléphonique bien pensé sont extraordinaires. Et au lieu des 30% de patients non observants dont vous parlez, on est à peine à 4%. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, nous continuons à équiper des patients en télésuivi, des patients cardiaques, des patients diabétiques, et on le fait sur nos deniers propres parce qu'il n'y a pas de remboursement en France sur le télésuivi. Les caisses d'assurance maladie commencent à nous entendre parce qu'on a quand même quelques études et quelques résultats. Je voulais connaître un peu le point de vue des mutuelles par rapport à cette télémédecine et ce suivi personnalisé qu'on peut avoir en France. Merci. Thomas Blanchette. Le point de vue des mutuelles, c'est des sujets qui nous percutent et qui nous interpellent. Alors de là à dire que demain on va être en capacité ou que nous sommes en train de réfléchir à la prise en charge de dispositifs connectés ou de télémédecine, il y a encore du chemin à parcourir. Néanmoins, cette notion de télémédecine, alors il y a deux aspects. Il y a d'une part la télémédecine telle que vous l'évoquez avec la mise en place de dispositifs qui permettent de valider la bonne observance ou de suivre certaines pathologies. Même réponse que pour la question de tout à l'heure. On a un modèle économique, on est fortement intéressé par ces évolutions, on est prêt à travailler, nous, avec des industriels ou avec des entreprises pour aussi faire du lobbying et faire en sorte que demain, l'assurance maladie, mais aussi les assurances complémentaires puissent intervenir sur ce champ. Mais c'est le modèle économique qui est interrogé. C'est comment on intègre ça dans une offre et comment on peut le financer. Et je pense qu'il faut que les complémentaires aujourd'hui, c'est pas que les mutuelles, c'est pas que la mutualité française, c'est l'ensemble des complémentaires, parce que je pense qu'il n'y a pas de concurrence dans ce domaine. Je pense que l'ensemble des complémentaires doivent s'interroger sur ce que doit être la télémédecine de demain, la e-santé de demain, pour pouvoir dès maintenant réfléchir avec les startups ou les industriels ou les entreprises qui ont déjà développé des dispositifs, pour regarder comment on les intègre ou comment on peut les intégrer en partenariat avec l'assurance maladie. Ne pas tout attendre de l'assurance maladie, même si c'est un nouveau directeur qui est plutôt vert plutôt que le précédent. Et par conséquent,
anticiper, faire bouger les lignes, travailler avec eux sur ce que doit être la santé de demain. Et en remettant en cause, et dans l'ensemble des débats qu'on a eu depuis tout à l'heure, c'est la place aussi du médecin général ou du médecin qui jusqu'à maintenant était au cœur du dispositif. Je pense qu'il est un maillon de la chaîne et qu'au cœur du dispositif, il y aura une plateforme ou des plateformes. Et que le médecin, sans remettre en cause leur qualité, ne peut plus être celui qui oriente les enfants vers telle ou telle bonne pratique, ne peut plus être celui qui oriente vers tel ou tel dispositif. Je pense que son rôle va être un rôle médical, mais plus le rôle qu'il avait jusqu'à maintenant dans la société. C'est la révolution, troisième révolution par rapport à ce que vous me disiez tout à l'heure. Écoutez, merci, on peut applaudir nos trois intervenants.